une émission de plus. Et oui, vous êtes bien sur l'Instant Culte et c'est une émission supplémentaire par rapport à celle de la semaine dernière. Une émission avec plus de fun, plus de courage, plus d'auditeurs également, puisque nous dépassons maintenant les plus de 1000 auditeurs chaque semaine ou chaque mois, on ne sait plus, mais lançons-nous des fleurs. Nous sommes dans l'Instant Culte, nous sommes le 25 mai et il est 18h et vous pouvez également nous retrouver à partir de 19h sur toutes les plateformes de streaming audio. L'Instant Culte, la seule émission qui prend un film, débat autour et statue sur le fait si oui ou non ce film mérite les lauriers. Et pour m'accompagner comme chaque semaine, Chris et Flo, comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Comment ça va, Flo? Salut, ça va très très bien, merci. Eh bien, je suis content de vous retrouver encore. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu. Vous me manquez de plus en plus chaque semaine quand on ne sait pas au téléphone, quand on ne se voit pas pour une émission. Aussi bien vous, mes chers collègues, mais également vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Allez, on perd pas de temps en bavardage. Il est temps de passer à l'Instant Culte. Et ce soir, nous allons parler d'un film assez ancien, mais qui s'est très très vite hissé au rang culte. Bande annonce. Would there be anything else? Yes, do you have a Miss Piggy? Everybody needs somebody. Et oui, vous avez bien sûr reconnu l'exceptionnelle bande-annonce d'un film de 1980, j'ai nommé les Blues Brothers. Chris, vu que c'est un peu de ton époque quand même, est-ce que tu peux nous pitcher ce film, s'il te plaît? Bah, t'es gentil, j'étais même pas né. Donc, The Blues Brothers, ça parle de quoi? Ça parle de deux frères, dont l'un sort de prison, qui sont pris dans une quête mystique pour sauver le couvent où ils ont été élevés, et ils doivent chercher 5000 $, pardon, avant 48 heures. Pour ce faire, ils décident de remonter leur groupe de blues, et donc ils vont chercher les différents membres de ce groupe de musique qui se sont éparpillés dans la ville de Chicago avec leur propre vie, leur propre métier, et ils vont essayer de faire un concert exceptionnel de charité business. Un film très musical, donc j'ai même envie de dire une comédie musicale, mais un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Flo? Ah, complètement différente. Là, c'est des cascades dans tous les sens, des explosions, des nazis, la totale. Je ne mettrai pas ça sous le qualificatif de comédie musicale, pour ma part. C'est un film musical, d'accord, avec des numéros chantés, mais c'est vraiment pas une comédie musicale pour moi. Moi, je trouve qu'on est dans un grand concert, en fait, parce que ça fédère un peu comme si c'était un concert, et je trouve que c'est un film qui est un peu presque interactif. T'as envie de chanter, danser en même temps. Ouais, exactement. Un petit peu comme Sister Act. Sister Act, ça m'a fait le premier, je parle, pas les suites horribles, mais le premier, ça donne cette énergie-là. Quand tu regardes The Blues Brothers, tu as forcément envie de te bouger le cul, quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. On a juste une envie, c'est de se lever de son siège, danser et chanter quand on connaît les paroles. Et au-delà de ça, on est vraiment sur quelque chose de comique, mais aussi avec énormément d'action. Voilà, un film un peu road movie, si j'ose dire. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne du tonnerre. Ouais, et déjà, c'est un film qui est extrêmement ambitieux, je trouve. On en reviendra tout à l'heure, mais au niveau des prises de vue et même de ce que ça raconte, c'est un film qui est très très ambitieux, parce que déjà c'est un grand hommage à la culture musicale afro-américaine au sens large. Puis on voit aussi que ça veut aller très très loin dans une démarche de film de course-poursuite vraiment intense. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est une vraie volonté des créateurs des personnages. John Belushi, je sais pas si ça se prononce comme ça, John Belushi, John Belushi, va savoir, et Dan Aykroyd,
qui ont vraiment voulu cette musique-là dans ce film-là. C'est-à-dire que dans la production, on leur a dit, c'est le disco qui fonctionne actuellement, donc on va plutôt aller vers le disco, vers des chorégraphies de disco, etc. Et ils ont dit non, on va aller vers le blues et vers toute cette culture noire américaine. Exact. Et ils en ont pas démordu. Et ça a fait le succès du film. Mais d'ailleurs, on peut parler des créateurs, John Belushi et Dan Aykroyd, parce qu'ils ont créé les personnages. Je disais qu'ils ont créé les personnages, mais ils ont vraiment créé les personnages dans une émission légendaire aux États-Unis qui est SNL, Saturday Night Live. Ouais, tout part de là. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'ils sont allés vers quelque chose donc d'original, de osé et de moderne. Et dans le film, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça s'oppose aussi à une sorte de conservatisme avec, tu sais, le groupe de country. En gros, c'est ça, le blues, pardon. C'est avant tout une musique qui était nouvelle et qui ne parlait pas à une certaine caste américaine, on va dire. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est quels sont les obstacles, en fait, qui ont été pour la culture du blues. Ouais, les obstacles à la modernité et au progrès, effectivement, entre autres. Et c'est quoi les obstacles? C'est les flics. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'obstacles. Il y a la police, donc qui représente l'autorité. Il y a aussi même l'ex-femme de Jake, tu sais, qui arrive avec des explosifs dans des moments complètement hasardeux. Elle représente un peu le passé destructeur du personnage. Donc ça lui fait obstacle. Ouais. Et puis t'as les nazis. Je m'y attendais pas, hein. Je me souviens quand j'ai vu ça, mais il y a plus de limite, quoi. On y va. C'est vraiment un film jouissif, en fait. Je sais pas si vous avez revisionné le film, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce revisionnage. Ah, moi, c'est vraiment un film que je n'avais pas vu, mais alors depuis des années, parce que j'avais dû le voir dans mon adolescence, donc Dieu sait que c'était il y a quand même pas mal de temps. Oui, je suis quand même plus jeune que Chris, mais j'ai quand même un petit peu d'âge. Et franchement, je l'ai revu là, et c'était un pur bonheur. J'avais peur que le film ait un peu mal vieilli. Et en fait, il a une patte et il a quelque chose que je trouve aucun autre film n'a jamais refait depuis. Ouais, je trouve que la photographie déjà n'a pas vieilli. Ouais. Le film est plutôt beau. Tout à fait. Je trouve qu'on n'a jamais eu de film aussi bien amené, en tout cas dans ce genre de registre, même des années après. Alors ils ont bien réessayé, John Landis, qui est le réalisateur, de ressortir un Blues Brothers 2000 quelques années plus tard. Ça n'a pas du tout la même saveur. Bon, oui, d'accord, il a pas la même saveur que le premier, mais il est quand même bien rythmé, quoi, j'ai trouvé. Ouais, il est bien rythmé, mais je trouve que ça fait pour le coup redite et qu'on n'est pas sur. On aurait pu aller chercher autre chose. En tout cas, il est pas à la hauteur du premier, ça c'est sûr. C'est très dur aussi. Hein. Oui, c'est très dur, et ça je ne l'enlève pas. Mais voilà, en tout cas. Un film effectivement, j'ai envie de dire exceptionnel de bout en bout. On a de la comédie, on a de l'action, on a de la musique, mais de la musique qui vraiment c'est pas du Disney live où on invente plein de chansons et on essaie de les mettre bout à bout avec un peu de mélodie en espérant que ça colle. Et non, là on est vraiment sur de la musique d'époque, et comme vous disiez, ça a du sens. Voilà, une ode en fait à la musique de l'époque. Et puis il faut aussi s'arrêter sur le casting qui est exceptionnel, hein, au-delà de John Belushi et Dan Aykroyd. On a quand même James Brown, Ray Charles qui sont là, et c'est quand même fantastique. Oui, du coup, on n'a pas juste des acteurs, on a carrément des musiciens, des vrais musiciens qui sont à l'heure actuelle légendaires. Donc, tu disais, on a Ray Charles, on a James Brown, on a Aretha Franklin. Oui, aussi, je l'avais oublié, Aretha Franklin, ouais. Exceptionnel. Pour ne citer que, parce qu'il y en a vraiment plein d'autres, et dont le groupe principal des Blues Brothers, où il y a vraiment des musiciens qui ont quand même une renommée. Ouais, une renommée, mais pas vraiment. Ils étaient dans le creux de la vague. Hein. Ouais. Ils étaient dans le creux de la vague à ce moment-là, à la fin des années 70. C'est ce film qui les a remis à l'honneur, quoi, qui a relancé la carrière de certains, point. Non, mais ça a permis à une certaine génération de connaître un peu cette culture musicale du blues. Ouais, et lui redonner un essor. Et puis il y a aussi la mise en scène, hein, la réalisation qui accompagne le film et le propos. Mais la séquence d'ouverture, elle est épique, quoi. Il y a quasiment pas de dialogue. Tu vois les deux frères Blues Brothers qui arrivent, l'un qui sort de la prison, l'autre qui va le chercher, et tout de suite t'es dans le film, quoi. Elle est magique, cette séquence d'ouverture. Ouais, non, mais puis bon, après on a affaire à un réalisateur donc bon, hein. Franchement, c'est aussi à lui qu'on doit notamment la 4e dimension. On lui doit Un prince à New York avec Eddie Murphy. C'est quand même pas n'importe qui, cet homme-là. Ok, est-ce que vous avez autre chose, un autre angle d'attaque sur lequel vous vouliez
vous vouliez débattre autour de ce film, les Blues Brothers. Peut-être sur qu'est-ce que raconte finalement le film et quelle en est sa morale. Ça peut Oui, être c'est intéressant. Donc c'est plus une quête de rédemption et la détermination et la foi au service de la culture. Hmm. Mais au-delà, je pense aussi que ça raconte que la société te veut du mal, toute la société dans son ensemble. Ouais. Et quand je dis société, je parle des nantis et des riches et des gens privilégiés. Je pense que ça raconte ça surtout aussi The Blues Brothers. Ça dit que dans le mal, tu trouves le bien et dans le bien, tu trouves le mal et que la société t'en veut. Exactement. Bah écoutez, c'est une très belle analyse, mes chers amis. Est-ce qu'on n'aurait pas en définition la recette un peu miracle pour toute personne qui aime l'art dans tous ses états? On a un film avec une photographie superbe qui n'a pas pris une ride. On a une comédie, des bons acteurs qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous font vibrer avec de l'action. Et au-delà de ça, on complète et on boucle la boucle, si je puis me permettre, avec une musique hors du commun, avec de réels artistes du monde de la musique, que ce soit du personnage principal au personnage un peu plus secondaire. Ouais, mais tu oublies aussi surtout l'intégrité des scénaristes et la qualité du scénario. Et l'intégrité, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont imposé ce qu'ils voulaient faire et de ce dont ils voulaient parler dans le film. Ils se sont pas laissés faire par les producteurs ou par les grosses corporations. Et ça, je pense que c'est important pour un artiste. On l'a vu, hein, on en a parlé qu'on a parlé dans une autre émission de Sinners, dans Et alors, allez l'écouter. Le directeur cut pour un film original, il est plus qu'important parce que c'est ça qui nous préserve de la bouillie qu'on voit trop souvent au cinéma, hélas. Bien sûr, exactement. Tu as raison. Bon, et j'ai envie de vous poser la question, mais ce film pour vous, il est culte ou pas? Ben, si ce film n'est pas culte, on arrête l'émission. Hein. Ah bah complètement. Moi, j'irais même au-delà de ça parce que je pense que c'est vraiment ce film, les Blues Brothers, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait l'envie de découvrir à chaque fois qu'une nouvelle comédie musicale sort, que ce soit sur grand écran ou même sur scène, de quoi retourne cette œuvre. C'est vraiment un film qui, pour moi, m'a initié à la musique et à l'art qu'on pouvait trouver derrière cette musique quand elle était jumelée avec le 7e art ou en tout cas la comédie. J'ai envie de vous poser la question. Pour vous, quelle scène est culte à travers ce film? C'est une très bonne question, hein, parce que Ouais. il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai envie de dire, Chris a déjà un peu spoilé, mais c'est vraiment la scène d'ouverture qui, pour moi, lance le film. Et en fait, sans cette scène d'ouverture, on n'a rien ce qui suit derrière et elle est vraiment mémorable. Pour moi, hein, c'est la scène par laquelle le film démarre. Donc, oui, bien sûr. Le mec qui sort de prison, le frère qui arrive, le voyage en voiture avec la première cascade, mais pourquoi ils te font ça? Ouais. Tout ça, et le dialogue, hein, j'ai échangé cette voiture de police contre un micro. Ah d'accord, ok. Ouais. Non, l'alchimie, elle est parfaite en plus entre les deux persos. Et Et toi, Chris? Ah ben moi, c'est cette scène. Hein. Et toi, Flo, du coup? ben moi, je dirais que c'est dans l'église avec James Brown. Ok, ouais. Les persos, ils sont transcendés. Carrément, il y a un effet avec la lumière divine qui est sur Jake et qui commence à faire des cascades pas possibles. Mhm. Donc vraiment, j'ai trop aimé cette scène. Mais je pense aussi que c'est ça aussi qui apporte à la magie de ce film, c'est que, en fait, étant donné qu'il y a énormément, enfin, il y a pas mal de scènes avec de la musique et c'est vraiment ce qui inspire chacun des personnages. En fait, comme tu disais, je vais reprendre ton mot, Flo, ils sont transcendés par ce qu'ils sont en train de vivre et de faire vivre à travers la caméra. Et en fait, je pense qu'en fait, ils jouent tellement vrai, ils ne jouent même pas la comédie, qu'en fait, c'est ça qui est génial et qui fait de ce film une réussite totale. Ouais, ça se ressent, hein, c'est ça qui est plaisant. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, mes chers amis, pour dédier cette émission, en tout cas, à l'hommage de John Bellucci, hein, l'un des deux acteurs principaux, décédé 2 ans après la sortie des Blues Brothers. Ouais, malheureusement, hein, c'est triste. Allez, sur cette petite note un petit peu triste, je pense qu'il est temps de passer à quelques critiques et en tout cas peut-être les plus what the fuck à l'époque. Étonnamment, les critiques de l'époque ont salué le film. J'ai très peu trouvé de critiques disant que c'était un mauvais film. Il y en a quasiment pas en fait, voire pas du tout. Par contre, il y a quelque chose d'amusant dans les critiques. C'est qu'elles ont évolué avec le temps. Non pas sur la qualité du film, c'était un film culte quasiment dès sa sortie, mais sur les révélations sur la conception de ce film. On a récemment un article dans Télérama qui est revenu sur la création du film et qui raconte des choses aberrantes. Notamment que John Bellucci était camé du matin au soir, qu'il ne connaissait pas son texte, qu'il arrivait en retard. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est que le film n'a pas été diffusé dans tous les cinémas.
C'est-à-dire que dans les États du Sud, ce film n'a pas été projeté parce qu'il y avait trop de noirs à l'écran ou parce qu'il attirait trop de noirs dans le cinéma. Et ça, en 80, ça, on ne nous le dit pas dans les articles de presse que j'ai consultés. Il faut attendre 2015, 2020 pour qu'on parle de ce problème-là et qu'on se dit 1980, quoi. C'était hier. James n'était même pas né, tu te rends compte? Ouais, mais- Encore moins toi, Florent. 1980, il y avait encore ce réflexe, il y a trop de noirs, on ferme le cinéma. Ahurissant, quoi. C'est impensable. Impensable, et pourtant c'était hier, mais comme beaucoup de choses impensables qui sont malheureusement pas si lointaines que ça. Effectivement, est-ce qu'on aurait pu penser à cette époque que des géants de la tech feraient des saluts nazis et embrasseraient le parti du Troisième Reich? Allez, Non, il et est temps, pourtant- il est temps de passer à autre chose, et je vous propose, pour détendre l'atmosphère, de jouer. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à nous apprendre sur ce film? Flo, je te laisse l'avantage, la parole, comme tu préfères. Alors, il y a un caméo qui est sympa dans le film. Est-ce que Steven vous savez... Spielberg, bam, allez hop, on l'a tous Allez quand hop, même. on enchaîne. J'adore. Je crois qu'on l'avait tous, le collecteur d'impôts. Ah oui, c'est ça. Chris, à toi. Pourquoi le réalisateur a frappé John Belushi? Parce qu'il venait en retard. Parce qu'il était complètement camé. Ouais, bon, on peut dire ça. Parce qu'il ouais. il a déclaré avoir trouvé dans sa caravane des tonnes de cocaïne comme dans Scarface. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne sortait pas de sa caravane. Donc le John Landis est allé voir. Il était complètement camé jusqu'aux os, incapable de faire quoi que ce soit. Et il y avait des montagnes de coke partout. Et donc il a pris, il lui a mis une patate. Il lui a dit tu te dépêches, maquillage. Eh ben, Allez, à moi, je vais essayer de vous poser, vous coller une petite colle. Hein. Vous posez une petite colle, je ne sais plus comment on dit. Il y a une scène qui a été tournée avec Ray Charles, la fameuse scène tournée avec Ray Charles, qui a été tournée mais à un moment bien précis. Et ce qui est étonnant, c'est que ça dénote complètement d'avec ce qu'on voit à l'écran. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? alors déjà, c'est la scène du Music Shop, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la scène du Music Shop où tout le monde est en tenue hyper courte, hyper été. Ah, ok, bah, ils ont tourné en hiver, du coup. Exactement, ils ont tourné Ouais. en hiver, exactement. Et en fait, tout le monde était mort de froid pendant le tournage et ça a créé quelques tensions sur le plateau. Flo, Le 7 octobre, donc cette année, va y avoir quelque chose qui va sortir en lien avec Blues Brothers. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? c'est quelque chose qui va sortir au cinéma, Non, sur les plateformes, en musique, non. Spectacle vivant. Non. un livre? Oui. Ah, ben je sais pas, je dirais les mémoires peut-être de John Belushi. Non, en fait, il s'agit d'un roman graphique Oh, sur le film. en lien avec le groupe The Blues Brothers. Donc, c'est à l'initiative des proches de Dan... comment il s'appelle déjà Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, voilà, et donc de la famille aussi de John Belushi. Ah bah top, bah super, ben on a hâte de découvrir ce roman graphique qui sortira, tu nous as dit, le 7 novembre. 7 octobre 2025. 7 octobre 2025. Bien, sur ces belles paroles et cette belle mémoire, Chris, voulais-tu ajouter quelque chose? Ouais, c'est que le film a relancé un petit peu la carrière des musiciens et des groupes liés au blues. Par contre, il a flingué pas mal de carrières de ceux qui ont participé au film. Flingué entre guillemets, hein. Donc Johnny Belushi est mort de sa dépendance 2 ans plus tard. Et 1 an plus tard, John Landis, le réalisateur, se lance dans le tournage de la 4e dimension dont tu as parlé tout à l'heure. Et il provoque, la justice lui a donné raison, mais il provoque pour moi un accident d'hélicoptère tuant un acteur principal de son film et deux figurants qui étaient des enfants. Ah ouais. Et le procès a duré 10-15 ans, il s'en est sorti. Merci l'argent et merci Hollywood qui protège les gens avec du fric. Et la seule conclusion de toute cette affaire, ça a été que l'État de Californie a revu ses lois pour la protection des figurants dans l'industrie du cinéma. Et moi, j'ai une anecdote, du coup, tu me fais une belle transition avec un hélico. Dans le film, en faisant mes recherches, il y a un passage où, quand ils sortent de la prison, en fait, c'est filmé avec un hélico. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fait tirer dessus par des gardes parce qu'il pensait que c'était une tentative d'évasion. Ah, excellent. Alors ça, c'est une belle anecdote. Et un petit peu plus drôle que celle de Chris. Merci d'avoir fini Ouais. sur cette Légèrement. petite note d'humour. Rassure-moi, il n'y a eu aucun blessé ou mort. Pas que je sache. Bon, alors on va rester là-dessus et on va y croire. Eh bien, messieurs, merci encore une fois d'avoir mené de main de maître cette émission à mes côtés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Chris, À la semaine prochaine.
Et de quoi on va parler la semaine prochaine? La semaine prochaine, on parlera de Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat. Ah, excellent. Une petite dose de rire avec Alain Chabat et ça nous donnera aussi l'occasion de rebondir certainement sur la série qu'Alain Chabat, le même, a sorti sur Astérix et Obélix, le combat des chefs. Flo, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Chaque semaine, on se quitte sur un petit air d'Aretha Franklin, à savoir Think, une chanson spécialement écrite pour ce film dont on vient de débattre et que nous avons hissé au rang culte, The Blues Brothers. À la semaine prochaine. Ciao.